Salut à tous, c'est Mel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon NAS DIY que j'ai fait avec des petites particularités. C'est parti. Alors, on commence tout de suite par la machine. Donc là, je l'ai ouverte, elle est en train de travailler. Je suis en train de transférer des fichiers sur le reste de la machine. On ira voir en particulier comment ça tourne. Arrête, s'il te plaît. Et donc voilà à peu près mon NAS. Donc c'est un boîtier qui se retrouve normalement refermé avec ça. Donc on en parlera plus tard pourquoi je l'ai modifié, pourquoi il est sorti actuellement. Hop, je le repose. Donc on a la partie carte mère ici, CPU, tout ça. Hop. Donc je vais tout vous expliquer en détail tout ce qu'il y a, on va faire le tour. Là, les emplacements pour mettre 5 disques. Là, normalement il y a un emplacement pour mettre qu'un seul SSD, mais en fait il y en a deux qui logent largement, hein, on peut en mettre un en dessous. Et j'en ai mis un autre en dessous ici pour le cache. Et puis après l'alimentation en SFX ici. Prenez une modulaire, moi j'avais pas de modulaire en grave, ça c'est une 450 watts de chez Bicolet. En vrai, prenez une 500 watts modulaire. Ça sera largement mieux. Voilà, et tous les ports sont ici en haut. Moi j'ai mis les petits embouts ici pour le mettre à la verticale, mais en fait il marche très bien à l'horizontale. En fait, dessous, hop, le boîtier, il y a un pad antidérapant, mais moi je le mets à la verticale parce que ça me prend moins de place. Donc voilà, donc le châssis, le boîtier, vraiment le châssis du PC, c'est un Jomsbo N1, vraiment bien conçu. Tout est démontable, donc les petites barres ici qu'il y a sur les côtés, on peut les démonter. Ça aussi, on peut vraiment tout démonter, c'est très pratique pour monter notamment la carte mère. Il y a juste un petit j'aurais bien aimé juste qu'il y ait un petit passage de câble parce que là mon câble est trop court, je suis obligé de le faire passer par là, ça frotte un peu, voilà. Moi ma configuration ici, ça passe juste, en fait, vous voyez là c'est un tout petit peu abîmé, ça frotte à l'intérieur du boîtier. Quand on regarde comme ça, c'est vraiment proche, mais ça passe et du coup c'est parfait parce que du coup j'ai vraiment un gros refroidissement pour mon CPU. Même si on n'est pas besoin de ça, on peut garder le ventirad de base. Donc pour la config, qu'est-ce que j'ai dedans? Donc dedans j'ai une B450i de chez Gigabyte avec un Ryzen 3200G. J'ai pris un 3200G parce que pour la configuration initiale j'ai besoin des ports HDMI, enfin d'avoir un retour vidéo derrière, parce que sinon je pouvais rien faire, puisque la première configuration, soit il faut la faire en IPMI si vous avez une carte mère avec un IPMI, soit il faut la faire avec un clavier souris. Donc moi j'avais besoin de ça. Sinon vous branchez une carte graphique vite fait dans le port 16X, le temps d'installer, et puis vous verrez ça après. Et puis après dessus, je vous mettrai les références, je ne me rappelle plus du nom, et c'est un Octua qui est ici. J'ai 16 Go de RAM. En vrai, il faudrait passer à 32 parce que ZFS, donc le NAS tourne sur TrueNAS qui utilise ZFS, a besoin de beaucoup de RAM. Donc en vrai, il faudrait que je passe à 32, comme ça permettrait aussi de virtualiser tranquillement. Ensuite, dessous, ici, là où ça clignote partout, en fait, tout là, à la place du SSD NVMe, j'ai mis une carte qui permet d'avoir 5 ports SATA. Parce que la carte mère n'en supporte que 4 et j'avais besoin de plein de ports SATA. Donc voilà, j'ai fait ça. Et pour mettre du cache en NVMe, j'ai acheté une petite carte ici qui permet d'avoir un SSD en NVMe sur le PCI 16X. Je vais en revenir après parce qu'en fait il y a un truc qu'on aurait pu faire et que j'aurais dû faire en fait si j'avais eu une autre carte mère, mais comme c'est de la récup, j'ai fait ça. Donc ici j'ai un Optane 32 Go, 16 ou 32, je crois que non, c'est un 16, un Optane, un Intel Optane. Pourquoi un Intel Optane? Parce que ça supporte énormément de lecture-écriture, et donc c'est là-dessus que j'ai mis le cache de log. Je vous expliquerai après ce que c'est un peu plus tard. Ensuite j'ai mes disques qui sont là, donc j'ai mes 3 disques qui sont ma pool en RAID Z1. Donc c'est à dire que sur les 3 disques je peux perdre un disque, et ça c'est mon disque de hot spare. En gros, si le NAS tourne, si j'ai un disque, n'importe quel disque qui lâche, automatiquement, donc j'ai encore mes données puisque j'ai encore deux disques et qu'il suffit de faire la parité, automatiquement
les données, la parité les données qui manquaient sur ce disque-là vont être recalculées et balancées là-dessus. Donc ils vont les calculer à partir de ça et le mettre là-dessus. Et c'est vachement efficace parce que du coup, j'ai une alerte sur mon téléphone et je reçois tout ça là-dessus et c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2 SSD, les 2 là qui sont ici de PNI, qui coûtent très peu cher. Hein, c'est des 120 Go. J'ai pris les plus petits que je trouvais pas cher, donc ils sont à moins de 20 € limité. Là-dessus, c'est le disque de boot qui est en miroir, c'est-à-dire que sur les 2, j'ai la même configuration tout le temps. Donc comme ça, même si j'ai un des SSD qui foire, pour n'importe quelle raison, je peux toujours booter avec toutes les configs là-dessus, le temps de les sauvegarder. Et enfin en dessous, j'ai un SSD de récup aussi qui fait 240 Go, qui rentre ici vite fait, hein, il est juste coincé vite fait dedans. En fait, normalement il n'y a pas d'emplacement ici, mais ça passe très bien. Et comme c'est un SSD que c'est pas un disque dur mécanique, il peut subir un petit peu d'abus en bougeant sans problème. Ça c'est un disque de caching. En gros, quand on met un disque, on met un peu trop de temps, j'ai un peu plus de débit là-dessus pour stocker des données récurrentes. Donc ça c'est vraiment du luxe, hein, il n'y en a pas vraiment besoin. Et puis comme je l'ai dit, l'alimentation 450 watts que j'aurais dû prendre en modulaire si j'avais pensé à l'époque. Voilà, et à l'avant on a un bon ventilateur qui mène un beau flux. J'ai juste modifié un truc, j'ai rajouté ici du scotch électricien, parce que c'est ce que j'avais sous la main, pour vraiment forcer le flux d'air, sinon il y a plein d'air qui passait sur le côté. Donc ça vient de forcer le flux d'air à passer entre les disques. Je vais pas les arracher, mais il y a des genres de petits poignets hein, qui sont fournis avec, en fait en silicone, pour bien isoler les disques des vibrations. C'est vachement pratique. Puis à l'avant, on a le boot en alimentation, un port USB 3, un jack. Je sais pas pourquoi ils ont mis un jack. J'aurais préféré avoir un port USB 2 ou autre chose. Et un port USB Type C que j'ai pas relié parce que ma carte mère ne le supporte pas. Voilà. Et le tout est fixé sur, vous voyez, sur des rails pour pouvoir être glissé facilement. Les disques, eux, sont reliés ici par une backplane qui est vraiment basique mais vraiment super efficace. En fait, c'est juste des connecteurs SATA et des connecteurs d'alimentation. Donc j'ai branché mon câble d'alimentation et tous mes connecteurs SATA directement ici. Voilà. Et mes disques de boot sont sur la carte mère directement, pareil que le disque de cache. Donc ouais, tout est branché. Ouais, j'arrive pas trop à vous montrer hein, parce qu'il faut tout démonter en vrai. Voilà, donc tout est là-dessus. Donc oui, c'est pour ça qu'il y a du RGB parce que c'est une carte mère de gaming. Il faudra prendre autre chose. Il faudra mieux passer sur du Intel parce que déjà ils ont tous un IGP, pas obligé de prendre un processeur qui a un IGP comme chez AMD. Et en plus, chez Intel, ils ont un truc qui s'appelle le PCI Bifurcation. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite avec une carte tout de suite que j'ai là. Donc en fait, on pourrait prendre, je vous montrerai pas tout ce que c'est, tout ce qu'il fournit avec. On pourrait prendre ça et mettre 4 SSD dessus, NVMe, sur un port 16X. En gros, ça, le port 16X est splitté en 4. Et ça, chez Intel, c'est très souvent supporté. Il suffit de regarder en fonction de la carte mère. Et c'est super. Alors que chez AMD, c'est que certains chipsets. Et du coup, en mini ETX, c'est rarement le cas. Donc voilà, j'ai acheté ça pour entre guillemets rien, hein, c'est que de la récup. Mais j'aurais bien aimé l'utiliser, mais là je ne peux pas. Qu'est-ce qui est fourni avec le boîtier? Parce qu'en fait j'ai surtout accès le boîtier là-dessus. Donc des petites gummies comme ça pour les disques. Voilà, un manuel, les petits trucs comme ça, les vis. Et puis bah du coup en fait tout ce qui est autour c'est ça. Vous voyez, c'est dessus. Alors normalement, le boîtier il arrive, il a cette plaque devant. Donc ouais, c'est joli et tout. Le problème c'est que ça bloque énormément de flux d'air. Du coup moi je l'ai enlevé. Voilà, en fait c'est juste des vis à enlever derrière. C'est très pratique. Et puis après ça se glisse dessus et ça se referme avec cette petite vis à main derrière en haut. Voilà. Et il y a donc ça se visse ici et il y a des petites poignées pour venir le glisser. Donc voilà. Donc ça c'est mon NAS et il tourne sur TrueNAS. Donc on va se retrouver sur l'interface de TrueNAS pour vous montrer à peu près comment c'est rangé. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur FreeNAS donc. Donc c'est un OS qu'on pouvait télécharger sur si vous tapez TrueNAS. Non, pardon. Hop là. TrueNAS sur Google. TrueNAS. Voilà, vous le trouvez, vous le téléchargez, ça s'appelle TrueNAS Core, la version gratuite, finalement.
Voilà, get TrueNAS, TrueNAS Core et let's go, ça marche. C'est juste à le télécharger et il vous faut une clé USB de 16 Go et ça tourne très bien. Donc TrueNAS, ça c'est l'interface du dashboard, hein, donc on voit à peu près tout ce qu'il y a ici, tout ce qui est important. Donc vous voyez là que je suis en train de faire un transfert, hein, si je vous montre là, j'ai un transfert qui est en cours. Et voilà. Du coup, comment j'ai réparti ma pool? Donc on va aller dans storage, dans pool. J'ai ma pool qui s'appelle Big Boy et dedans j'ai mon accès réseau que j'ai appelé Vault. Si je vous le montre, hein, accès réseau, hop, il est là, tac, j'ai mon accès réseau qui s'appelle Vault. Et tout ça tourne sur mes 3 disques plus 1 de spare. Donc en fait, si je vais dans le statut de la pool, on voit bien mon RAID Z1 avec mes 3 disques, 3, 4, 5. Mon disque de log qui est mon NVMe de 16 Go, mon disque de cache qui est mon SSD de 240 Go et le disque 6 qui est mon disque de spare. En gros, si je débranche un truc, ça repasse dessus et tout va bien. Regardez, le scrub c'est fini. Donc, le scrub c'est une opération pour vérifier si toutes les données sont intègres. Il n'y a aucune erreur, tout va bien. L'avantage de TrueNAS, c'est qu'on peut créer des jails, des genres de zones dans lesquelles on peut stocker des plugins ou des... C'est un peu comme des conteneurs Docker. On peut aussi créer des machines virtuelles, il y a un accès VNC, donc tout fonctionne super bien là-dessus, ça marche très bien, je suis très satisfait. C'est pour ça en fait que je vous le montre, c'est parce que je suis satisfait de cette solution. On peut agréger des networks en créant des interfaces, en bref, tout est super facile d'utilisation. Pour les mails, encore plus simple, on envoie des mails directement depuis un compte Gmail, donc il suffit juste de se loguer, c'est trop pratique. Juste un truc que je vous montre, quand vous créez une pool, au moment où vous créez votre pool, n'hésitez surtout pas après d'aller dans les options de la pool, de désactiver le A-Time, donc Access Time, ici. Mettez-le sur Off, vous allez gagner énormément en perf, surtout sur des disques comme ça. Voilà. Après, vous pouvez ajouter ou retirer la compression. En fait, si vous utilisez des gros fichiers comme des vidéos, beaucoup de gros fichiers, enlevez la compression parce que vous allez rien gagner dessus. Par contre, si vous utilisez plein de petits fichiers, des documents Word, des trucs comme ça, activez-la parce que là, vous pouvez gagner vraiment beaucoup. Regardez là sur ma IO Cage, donc en gros, c'est que des petits fichiers, je gagne énormément, alors que là, j'ai que des gros fichiers, je gagne que dalle. Voilà, j'ai 3,42 Tera et là j'ai quasiment 11 Tera au total. Et voilà, donc en fait c'est un peu tout, j'ai pas grand chose à vous montrer de plus. Si le fait que avoir beaucoup de RAM c'est important, regardez, il y a marqué normalement j'ai marqué 16 Go de. Enfin c'est gigabytes, mais en gros j'ai 16 Go de RAM. ZFS a bouffé quasiment tout ce qu'il pouvait en fait. C'est pas se dire j'ai 32 Go, il va bouffer les 32 Go. ZFS s'en fout, il va tout bouffer. Si vous avez besoin de, par exemple, vous créer une machine virtuelle et ça vous bouffe 2 Go de plus, c'est pas grave, le cache sera plus petit. Mais sachez que plus ZFS a de cache, mieux c'est. Et c'est pour ça aussi que j'ai un log de spare. Et comme les logs, regarde, ça c'est mon Intel Optane. Les logs, c'est ce qui va consommer le plus d'IO, donc d'entrée-sortie, et c'est pour ça que je l'ai mis sur un SSD. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis sur un Optane, c'est que comme il y a beaucoup d'IO, les Optane supportent et fonctionnent très bien avec beaucoup d'IO, alors qu'un SSD comme un NVMe qu'on pourra acheter dans le commerce facilement, autre que les Optane, supportent mal le nombre autant d'IO et surtout de lecture-écriture. Au bout d'un moment, ils vont s'user beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre un Optane. Ça se trouve pour genre 30 € sur le bon coin. Ouais, c'est une trentaine d'euros, je crois que j'ai payé le mien. Donc ça fait cher pour 16 Go, ce que c'est beaucoup plus solide qu'un SSD normal. Puis sinon, il n'y a pas grand chose à se dire. Là, il y a tous mes disques. J'ai pris deux marques. J'ai pris du Western Digital Red
Oui, c'est ça, c'est Western Digital Red Pro. Et j'ai pris du. Donc là, il est marqué qui c'est dans la poule, mais en fait, ça devrait être dans la poule. Et des Samsung, pas des Samsung, c'est des Toshiba N300. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu de données. J'ai 11 Tera de libre. Si plus tard je veux rajouter, je vais rajouter un disque. J'ai un emplacement de libre. Voilà. Sinon, j'ai juste à supprimer un disque et le remplacer par. Donc en gros, je vais dans la pool, je fais pool statut. Et puis je peux faire remplacer. Et je peux remplacer par un disque de 16 si je veux. Voilà, autre chose qui sont sympas, qui peuvent vous intéresser, si vous faites du backup, vous pouvez activer le service S3 qui vous permet de faire des backups sur un autre NAS, que ce soit ici ou via R5 par exemple. Ici, faire un deuxième en local si vous voulez mettre 2 machines, ou le mieux c'est vraiment de faire sur un serveur Amazon S3, comme ça vous avez vos données sauvegardées, vous n'êtes pas obligé de tout sauvegarder. Voilà, et ceux qui ont des Mac, sachez que c'est totalement compatible aussi avec Time Machine. Il suffit de créer un user Time Machine dédié et de créer un sharing, voilà, nouveau Windows Share on l'appelle. Vous créez un emplacement Time Machine dans les options avancées et hop, vous avez juste à cliquer sur Time Machine ici. Voilà. J'ai rien d'autre à vous montrer, sinon c'est... Voilà, on peut juste à mettre ça, hop, multiprotocole AFP-SMB, Time Machine, et c'est bon. Voilà, c'est tout. C'est juste que je voulais faire un petit point sur ce NAS parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment tout petit, avec le boîtier quand c'est refermé, je vous mettrai une image. C'est vraiment joli, ça marche, ça reste propre. Le ventilateur, soit vous le mettez sur la prise qui est dédiée, soit vous le mettez sur une prise sur votre carte mère, comme ça vous pouvez régler la vitesse. Ou vous pouvez le changer pour un Noctua industriel PPC, même si c'est un peu cher. Moi celui de base me convient très bien, de toute façon il est dans l'atelier donc je l'entends pas trop. Voilà, je vous mettrai aussi une liste de tous les éléments qu'il y a dedans et ceux que finalement je conseille plus que d'utiliser ceux que j'avais utilisés moi, parce que moi ceux que j'avais utilisés c'était vraiment entre guillemets de la récupération que j'avais d'un ancien PC. Donc il y en a tout à peu près, le budget niveau c'est à peu près, sans les disques, hein, c'est à peu près 800 € pour 5 disques, en sachant que pour le même prix, si vous voulez pas le même boîtier, parce que c'est le boîtier qui est vraiment très cher, coûte 200 balles, si vous voulez payer un peu moins cher, prendre des boîtiers, enfin à peu près le même prix, hein, mais avoir plus d'espace. Silverstone fait des très bons boîtiers de NAS qui sont plus gros que celui-là, qui sont moins jolis, mais on peut mettre 8-12 disques au lieu que seulement 5. Seulement 5, ouais c'est ça. Donc à vous de voir si vous voulez explorer un peu ce que c'est TrueNAS. Vraiment c'est très très bien. Et si vous voulez vraiment tester chez vous, vous faites une machine virtuelle TrueNAS et vous créez une dizaine de disques de 5 Go et puis vous vous amusez comme ça. Notez que ça fonctionne sur du coup ZFS et que tout est accessible via le shell. Ici vous avez l'accès à toutes vos pools, tout fonctionne, tout est affiché, c'est vraiment hyper pratique. Voilà, bonne journée à vous.